et c'est un volume horaire conséquent, hein. On parle de 20 à 30 heures d'entraînement par semaine. On considère qu'il y a un déclic au bout de 6 heures de natation où soit ça passe, soit ça ressort. Et voilà, à l'entraînement, c'est quand même assez rare que tu te fasses des sessions comme ça de 6 heures de natation. Et pendant toute la semaine, ça a été bon, ça peut être vendredi matin ou peut-être l'après-midi. Ah, puis finalement peut-être au matin, l'après-midi, puis c'est peut-être samedi matin. Et en fait, j'ai été maintenu comme ça, on va dire en haleine pendant 5 jours, et puis t'es pas bien quoi, parce que Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Bon, alors aujourd'hui je suis avec Jean-Charles Arbonnier, mieux connu sous le nom de La Route du Trail sur YouTube, Facebook et Instagram et autres réseaux sociaux. Jean-Charles vient de réaliser l'Enduroman. On est le 12 juillet, donc presque une semaine après l'exploit. Tu es le deuxième que je reçois qui a fait un Enduroman. J'avais reçu Cyril Blanchard dans l'épisode 168 du podcast. Comment vas-tu, Jean-Charles ? eh ben ça va bien. Quand je pense qu'il y a une semaine, j'étais en train de faire tourner mes bras dans la Manche, je suis mieux à mon bureau là quand même. Mais écoute, encore la tête dans les nuages, mais globalement, ça va plutôt bien. Eh ben écoute, très cool. Alors j'ai fait une petite présentation, mais pour ceux qui te connaîtraient pas et qui voudraient en savoir un petit peu plus sur toi, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Jean-Charles, du coup, j'ai 33 ans, je suis ingénieur audiovisuel et de base, je suis plutôt trailer et ultra trailer. Bon, ça fait 10 ans que je fais du trail et un peu moins de 10 ans, du coup, que je fais de l'ultra trail. Et voilà, il y a 2 3 ans, j'ai vu l'existence de l'enduroman. Je me suis dit: «Bon, pourquoi pas?» Et puis c'est un projet qui a mis un peu de temps à mûrir et ça fait, plus d'1 an et demi maintenant que je me dévoue corps et âme à la préparation de cette course qui s'est produite du coup la semaine dernière et qui s'est, conclue par un beau succès pour être, du coup le 47e finisher de cette course, depuis, 2001. Voilà, c'est une belle satisfaction et en tout cas, je suis très heureux de ce parcours, accompli. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est que l'enduroman exactement pour, encore une fois, ceux qui ne connaissent pas cette épreuve mythique? Alors mythique, je sais pas si elle l'est encore, mais ou déjà, mais en Heu, tout cas, ça Quand même. s'appelle Arch to Arc. Donc en gros, le but, c'est de rallier la Marble Arch de Londres, à l'Arc de Triomphe. Tout ça en triathlon. Donc ça comprend, 135 kilomètres de course à pied, une traversée de la Manche à la nage, donc ça dépend des courants, mais tout droit 34 kilomètres, voire 60, si on se fait pas mal dévier. Et on enchaîne ensuite par 290 kilomètres de vélo pour rejoindre Calais à l'Arc de Triomphe, du coup, à Paris. Waouh! Ça fait un beau programme tout ça. Comment est-ce que, tu vois, quand tu vois le truc dans sa globalité, comment est-ce que toi tu te dis: «Tiens, comment je vais préparer ça?» Et bah, tu te dis, je suis absolument pas en mesure de préparer ça tout seul. Du coup, je me suis dit: «Il faut que je m'entoure». Donc c'est pour ça, à la base, j'avais postulé pour participer en 2021 et en 2021, j'étais, tellement, pas prêt ou tellement loin de réaliser, si tu veux, l'ampleur de ce qu'est l'enduroman, en fait. C'est qu'on se dit, quand on est ultra trailer, on se trouve, pas trop mauvais, on se dit: «On a un bon cardio, bon ça devrait aller». Mais voilà, c'est vraiment une épreuve qui est tellement spécifique que voilà, ça mérite, déjà tout le respect de l'épreuve, tout le respect de la nature aussi. Parce que bon, la Manche, c'est vrai que ça reste l'Everest des mers, on va ça a un peu le nom que ça a, dans le milieu. Et en gros, voilà, moi j'étais un petit peu perdu, un peu naïf et j'ai commencé à m'entourer de 2-3 personnes pour monter ma team. Et j'ai été rapidement mis par mon préparateur mental en relation avec Dany Perret, qui est, finisher en 2018, je crois, il y a ouais 2019.
De l'enduroman, mais à la base c'était pour un simple contact, juste pour échanger, sur la course, pour, commencer à me rendre compte du truc et puis, force d'échanges, de rencontres, de temps passé ensemble, voilà, on s'est dit un jour, «OK, il accepte de me coacher». Alors ça s'est pas fait comme ça sur un coin de table où il m'a dit: «OK, je te coach». Ça s'est fait, vraiment plutôt naturellement en mode, «Bah, venez passer le week-end à la maison, on en parle et tout ça» et puis à la fin de ce week-end, je sais toujours pas s'il me coach. Un jour, je reçois un mail de l'organisation de l'Enduroman qui me dit: «Écoute, c'est bon, tu as ton slot», voilà. C'était le 1er mars 2021 et du coup, je transmets ça à Dany qui me dit: «Bon, bah, OK, c'est parti, on y va» et c'est comme ça que j'avais appris que j'avais un coach. La belle histoire. Ouais, C'est en 2018 qu'il l'a terminé, OK. Dany, merci Wikipédia de m'avoir donné l'info. Ah. Du coup, donc tu te dis, toi, ultra trailer, je vais préparer ça, mais tu faisais déjà du triathlon avant, tu étais déjà nageur, cycliste, tu faisais, j'imagine, de l'entraînement croisé pour préparer tes ultras. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans cette prépa? Heu, alors déjà, j'étais pas du tout triathlète. Heu, j'ai acheté mon premier vélo en 2017 parce que je m'étais fait une cheville et c'est là que j'ai commencé à découvrir le vélo, mais je croisais, l'entraînement très, très, très peu, pour l'ultra trail. La natation, je faisais ça par pur plaisir, pour le renfort et puis par, voilà, pour, la forme, on va dire. Ce qui a été dur, c'est bon, pas la course à pied en soi. Enfin, tout ce qui a été dur dans la prépa, c'est vraiment la manière dont Dany m'a préparé. Ça a changé, tellement de ma manière dont moi j'avais l'habitude de m'entraîner et c'est un volume horaire, conséquent, hein. On parle de 20 à 30 heures d'entraînement par semaine et de la nage. Pas tant que ça, mais dans des conditions toujours de pré-fatigue et de pré-fatigue et enfin, toujours le but de se mettre en difficulté la plus importante entre guillemets pour aller nager. Donc ça a été beaucoup de week-end choc si tu veux, où je m'enchaînais 5 heures de course à pied, 5 heures de vélo avant d'enchaîner avec 5 heures de nage. Et j'ai commencé à mettre mon petit derrière dans l'eau à partir de mars dans la Manche. C'était à 8-9 degrés. Voilà, ça, si ça peut te poser un petit peu les bases de la difficulté de l'entraînement, mais c'est surtout apprendre à nager en fait, à être efficace en nageant. Et c'est pour ça que j'avais rejoint aussi le club de triathlon de Caen en septembre pour vraiment prendre des cours de natation, quoi. Enfin, vraiment avoir une nage plus efficace et aussi profiter un petit peu de la synergie de groupe parce que quand tu t'entraînes toujours tout seul, avoir un petit peu de gens avec qui t'entraîner, ça fait du bien, surtout sur des séances de natation où c'est assez difficile la natation parce que tu es dans ta bulle, tu communiques pas, il y a pas grande interaction donc voilà, être avec un petit peu de monde, ça faisait du bien. Ouais, parce que la natation, en mer, ça n'a rien à voir avec la natation en piscine. Ça reste de la natation, tu nages, mais les conditions, déjà, enfin, la température de l'eau, le fait d'avoir une combinaison, c'est ça aussi, c'est à appréhender, tous ces paramètres-là, quoi. Ouais, bah, il faut trouver déjà la combinaison qui te va bien. Et puis, la différence entre une piscine où c'est tout plat et que tu fais des allers-retours et que tu peux t'arrêter au bord, quand tu es au milieu de la mer, tu peux pas vraiment. Et puis il y a des clapots, tu as des vagues, tu as des courants. Donc il y a vraiment plein de choses, comme ça qu'il faut appréhender dans ta technique de nage, qui est vraiment différente d'une technique de nage en bassin. Parce que, en fait, toute ta sortie de bras d'eau, elle doit être beaucoup plus large, ta manière de respirer, il faut anticiper les vagues, il faut regarder les vagues, enfin voilà, il y a vraiment tout ce travail-là à faire, le froid à gérer aussi. Et puis, les grosses parts des choses qu'on ne pense pas nécessairement, c'est vraiment l'alimentation en mer. Comment tu manges, qu'est-ce que tu manges et sachant que manger solide, c'est pas facile. Et le deuxième truc, qu'il faut appréhender, c'est que le sel, ça brûle. Donc ça brûle le nez, ça brûle la langue, ça brûle le palais. C'est-à-dire que le moindre petit truc, une orange, qui te paraît un petit peu acide, au départ, c'est comme si tu buvais de l'acide, quand tu es au milieu de la Manche. Donc voilà, il y a vraiment, un gros, gros, gros travail en plus du physique, à faire sur, toute la préparation, disons, logistique, de la traversée. Et ouais, justement, tu es accompagné, hein, parce que la Manche, c'est l'une des mers, je crois, où il y a le plus de trafic, de bateaux. Tu es accompagné d'un bateau qui te suit, j'imagine, pour assurer ta sécurité aussi et te ravitailler? Ouais, alors c'est obligatoire, tu peux pas traverser la Manche, comme ça, comme tu en as envie. En gros, tu as 2 associations d'accompagnants, on va dire, de pilotes de bateaux qui font ce genre de prestations-là.
Donc oui, comme tu le disais, le trafic maritime, c'est à peu près 400 à 500 bateaux par jour, répartis sur deux trails, ils appellent ça. Donc tu as un couloir montant, un couloir descendant. Et quand tu te retrouves face à un porte-conteneur de 400 mètres, c'est vrai que c'est un petit peu impressionnant. Et ça fait des grosses vagues. Jusqu'à 600 mètres, tu ressens les vagues du porte-conteneur. Et c'est des creux qui peuvent aller jusqu'à 4 mètres. Donc voilà. Donc effectivement, tout le long de la traversée de la Manche, tu es accompagné par un bateau qui te donne la direction. En fait, toi, tu ne réfléchis pas, tu ne fais que suivre le bateau à bonne distance parce que tu n'as pas le droit de toucher le bateau. Toucher le bateau est éliminatoire. Et en même temps, tu as ton équipe à bord qui prépare tes repas et qui te donne à manger à des intervalles que toi tu demandes en fait. Donc 45 minutes, 1 heure ou 30 minutes, enfin voilà, suivant l'état de force, de fatigue, de froid que tu ressens, tu ajustes. Et en gros, bah, tu communiques très peu. Donc tu as ton équipe qui a une planche, enfin un tableau blanc où ils écrivent des mots dessus. Toi, tu communiques avec des gestes et juste au ravito, bah, tu essayes de parler. Allez, au ravito, tu t'arrêtes 20-30 secondes. Tu juste de communiquer rapidement 2-3 trucs. Et parce qu'il faut considérer qu'un arrêt dans la Manche de 30 secondes, c'est, je vais pas dire 5 minutes de natation en plus, mais quasiment. Enfin, tu vois, comme il y a beaucoup de courants, les arrêts, ils sont vraiment minutés, quoi. Enfin, faut faire attention à ça. Et puis, sachant qu'aussi, c'est ton seul, entre guillemets, moment un peu de pause au niveau des épaules. Du coup, enfin voilà, il faut trouver le bon équilibre entre reculer, mais pas trop, mais tout en se reposant un petit peu. Donc, ouais, c'est très challengeant comme effort. Hmm. J'ai vu ton visage à l'arrivée de cette traversée, il était tout gonflé. Euh, Ah bon? j'ai trouvé qu'il était. T'avais pas hyper bonne mine. Un peu bouffi. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui a disparu assez vite derrière ou c'est. Ouais, ouais, ça, en gros, en fait, c'est le fait d'être en position allongée et dans un milieu flottant où tes fluides, ils savent plus trop quoi faire, donc ça stagne dans ton corps, donc ça fait des œdèmes, donc c'est pas grave, hein, ça arrive à tout le monde. Déjà, quand je suis arrivé, après, alors le truc dur, c'est que tu arrives sur la plage, là, tu fais signe au bateau, c'est fini. Après, il faut retourner au bateau en nageant, donc c'est pas facile. Et après, on a navigué pendant 1 heure et demie pour rentrer au port. Donc déjà là, j'avais pas mal dégonflé. Au départ du vélo, qui était à peu près 3 heures plus tard, j'étais pas trop mal. Et ouais, je pense au bout de 5 heures de vélo, c'était déjà revenu à la normale. Ouais. Donc Hmm. en soi, c'est pas du tout pénalisant, hein, c'est juste pas joli, mais bon, ça, on me pardonnera. Ouais. Ça fait pas une hyper belle photo Instagram, mais c'est pas grave. Mais ça, on se rend compte du truc au moins. C'est bien, ça C'est marque, ça, c'est des efforts c'est qui ça. marquent. La preuve, on en parle. Ouais. Alors justement, niveau alimentation, c'était quoi du coup principalement liquide, tu disais, mais enfin quoi, de la boisson d'effort, est-ce que c'est des choses qu'on peut retrouver par rapport au trail? Ouais, il y a des gens qui prennent, ce genre de boissons isotoniques ou tout ça. Nous, on avait fait le choix de partir sur la marque Feed, qui font des plats, des repas complets lyophilisés. Heu du coup, bah, après moi je suis végétarien donc c'est un peu compliqué. De base, les gens ils préparent plutôt des shakers où ils mixent, poulet, patates douces, ce genre de trucs, épinards, enfin voilà pour casser un petit peu l'amertume et tout ça. Mais en gros, bon ce qui est dur en fait, c'est que personne te donne son code, de réussite de la nourriture en fait. Mais je comprends parce que c'est vraiment propre à chacun. À toi de trouver ce qui te correspond. Donc nous on avait testé Feed, de la marque Feed. Donc voilà, j'avais une recette, aux légumes, donc plutôt salée, une recette, vanille plutôt sucrée. Et j'avais un shaker d'eau ou d'eau de menthe à l'eau, que j'alternais du coup. Donc je faisais un ravitaillement, salé à l'eau et un ravitaillement sucré à la menthe à l'eau. Et voilà, la menthe à l'eau, pourquoi? Parce que, personnellement, moi, ça me faisait vraiment du bien au niveau du sel, du goût du sel dans la bouche. Et hem et voilà, c'est un truc que j'ai découvert vraiment par hasard après une session de natte. Et ce qui est encore une fois très compliqué, c'est en fait, on considère qu'il y a un déclic au bout de 6 heures de natation où soit ça passe, soit ça ressort. Et voilà, à l'entraînement, c'est quand même assez rare que tu te fasses des sessions comme ça de 6 heures de natation. Et du coup, c'est ça aussi la difficulté de préparer la traversée de la Manche, c'est que enfin, voilà, moi j'avais jamais nagé plus de 6 heures avant de faire la traversée, donc en soi, oui, je savais que mon corps y tiendrait. Je sais que de base, ma digestion, elle est quand même assez solide, hein, j'ai déjà pas mal éprouvé sur l'ultra trail, mais voilà.
Est-ce qu'au bout d'un moment, tu te mets à vomir ou pas? Comme on dit, hein, il faut toujours choisir des aliments qui ont le même goût, à l'entrée et à la sortie. Donc, ouais, c'est pour la petite note glamour. Mais voilà, il faut avoir conscience de ça, que c'est voilà, ça arrive de vomir, c'est pas grave, mais voilà, il faut gérer le flux, quoi. Et moi, j'ai fait plein d'entraînements où mon coach il m'a dit: «Tu manges jusqu'à te faire exploser le bide et tu vas nager dans des creux de 2 mètres, quoi». Et c'est là qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, ouais, bon, j'étais un peu ballonné, mais ça passait, quoi. Donc, Ouais. Ouais, ça c'est vraiment, aussi à travailler en fait cette habitude, d'habituer son estomac à digérer, ça la nutrition c'est un des domaines où on dit, c'est pas juste, au moment de faire l'épreuve que ça se mmh. travaille, c'est toute l'année, et toi c'est ce que tu as fait, tu l'as bien préparé et effectivement c'est très propre à chacun et peut-être que ce que tu as fait toi, ça ne correspondrait pas du tout à un autre, Oui, bah, c'est ça, peut-être la aussi, préparation de mmh. l'enduroman, c'est vraiment, enfin, tu le sais toi-même, hein, préparer un athlète déjà sur du trail ou de l'ultra trail, c'est spécifique à chacun, tout ne marche pas, pour, les mêmes personnes. Et là, on parle sur une épreuve encore plus spécifique, donc voilà, il faut vraiment trouver la méthode qui marche et bon, ça, c'est le boulot du coach. Moi, je t'avoue que pour le coup, j'étais bien content de juste, pas me soucier de ça. Mais effectivement, ça a marché avec moi, mais je suis pas sûr que ce genre de pratique marche avec quelqu'un d'autre, quoi. Mmh. Et alors, tu vois, j'ai déjà fait 2 triathlons dans ma courte, carrière de triathlète, Et ben, moi, et il j'en y ai fait avait un qu'un. é ah! Putain, je suis Il y a un mois et demi. ah bah, j'ai il y a moyen J'ai alors. fait mon premier triathlon S il y a un mois et demi, je crois. Putain, de triathlon S à enduroman, ça peut Ouais, faire c'est un ça. beau titre ça. Ce sera pour un beau livre. On verra Ouais, ça c'est plus ça. tard. Et il y avait un élément qui m'avait, marqué, c'est, cette espèce de sensation de désorientation quand tu passes de la position allongée à la position debout quand tu vas, faire le vélo. Et pourtant c'était que un S donc le temps il était de je sais plus, 1/2 heure à peine. Quand tu as passé 14 heures comme ça allongé, tu as cette sensation qui est, décuplée ou toi tu l'as pas eu? Bah, je pense que tu as pas vu ma vidéo de sortie de l'eau, Non. après la natte. Il m'a fallu 4 tentatives pour me mettre debout. Alors déjà d'une parce que courbature de la course à pied. Grosse courbature, enfin grosse, courbature, ouais, de la course à pied. Bitume, ça a été compliqué pour moi, mais bon, c'était 35 kilomètres et ça a fait mal. Puis c'était pas très plat. Du coup, plus, fatigue, plus, 14-15 heures allongé. Au début, c'est marrant, hein, je nage, je mets mes pieds au sol, je me dis: «Ah bah ça va», puis je me mets debout et là, pouf, ça marche pas. Deuxième, troisième fois, enfin en plus, puis tu pressé d'entrer sur la plage, quoi. Tu vois, t'as toute ta famille qui t'attend, tu juste envie d'aller leur faire des câlins, sachant que tu peux pas non plus parce que tant que tu es à la sirène du bateau qui retentit pas, ta traversée est pas validée. Donc en gros, il faut sortir de l'eau sur la plage, être hors de l'eau et lever les bras en l'air pour dire: «OK, c'est bon». Et ouais, non, il m'a fallu, 4 tentatives pour trouver mes pieds. Après on n'a jamais entendu la sirène depuis la plage, donc j'ai eu un petit moment de bug à me dire, «Ah merde, c'est pas fini, qu'est-ce qui se passe?» et tout ça. Donc effectivement, j'ai un peu la démarche, tu sais, des monstres marins des années 60, des vieux films de science-fiction, quoi. Ça fait, exactement ça. Ça n'a pas d'allure, c'est tout coincé, mais bon, voilà. Mais ça revient très vite, quoi. Et après, le truc, c'est que tu as pas le droit de rester trop longtemps sur la plage parce que tu peux vite soumis à des vertiges et tout ça. Donc, en gros, tu as 3 minutes de plage et après, il faut renager pour retourner au bateau, quoi. Et, Partie de et plaisir. c'est ouais, bah, ça va, là, pour le coup, ça passe très vite. Mais c'est juste frustrant parce que tu vois que toute ta famille, tu même pas eu le temps de faire un câlin, un bisou, tu dois déjà repartir dans le bateau et puis après, bah, là se passe la transition, on va dire, où on te déshabille, on te met des habits secs et chauds et puis tu bois un bon thé chaud et puis tu réalises tranquillement que tu viens de traverser la Manche. Ça doit être ouf cette sensation. Tu viens de traverser la Manche en nageant, quoi. Ouais, bah, je t'avoue que là, aujourd'hui, je vais toujours pas réaliser, hein. Là, tu tellement dans un truc, énorme et hors norme que, enfin, c'est difficile d'atterrir, quoi. Enfin, là, je suis encore ça fait une semaine et je suis encore, bien, bien, bien loin d'être retourné à ma réalité. Tu le j'ai d'autres questions sur l'épreuve, mais juste, comme ça, Ouais. c'est ça tu le plus jeune à l'avoir fait? Non, non, il y a Marine Leleu qui l'a faite, Ah oui, c'est vrai. en 2018 aussi, 2017-2018.
Où, bon, du coup, je pense elle est déjà plus jeune que moi de base, donc il y a 4 ans, elle était encore plus jeune que moi. Donc non, non, je suis pas le plus jeune. D'accord. Justement, j'allais y venir cette partie route parce que, comme tu le disais, t'es un ultra trailer. T'as dû modifier, j'imagine, complètement ta prépa aussi sur la route et euh, pour apprendre d'autres mécanismes à ton corps. Tu as bouffé de la route ou t'es resté sur un entraînement plutôt classique, faire principalement du trail? J'ai dû faire 5 heures de trail sur 1 an et demi de prépa. Ouais, Voilà. d'accord, donc t'es passé aux mains, t'es passé circadien, quoi. Ouais, ouais, non, c'est ça. En gros, bah, déjà, habituer les articulations, et tout ça au bitume, chose qui a été, très compliquée et tu connais ça, mais courir pas vite en ultra trail, ça fait pas trop mal. Si tu veux, on peut se permettre. Courir pas vite sur du bitume, en fait, ton effort, enfin, comme tu pètes toute ta relance et tout ça, en fait, tu te fais beaucoup plus mal musculairement à pas avancer que avancer. Mm. Donc, il y a aussi savoir trouver la bonne vitesse qui te correspond et cette vitesse que tu dois tenir pendant 130 km, quoi. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ajustements toute l'année, du coup, sur les sorties longues. Il n'y a pas eu tant que ça, hein, de sorties longues, hein. Franchement, j'ai dû faire 3 sorties de 5 heures et puis après, au max, j'ai dû courir 6 heures. Mais à chaque fois dans des week-ends chocs, hein, jamais à sec. Mais sinon, voilà, j'ai fait énormément de VMA, mais vraiment énormément. Beaucoup de run and bike, parce que mon coach, pour lui, c'est un des entraînements les plus intéressants. Mais beaucoup de VMA, beaucoup de travail de code, de vitesse. Enfin voilà, vraiment un gros gros travail. Très peu de volume, mais beaucoup de qualité. En gros, je Mm. courais 40 km semaine, donc tu vois, c'est pas non plus énorme. Et là, tout le volume, en gros, se faisait à vélo, principalement. Mm. Ouais, donc là vraiment pour le coup, enfin après l'épreuve le justifie encore plus, mais on est vraiment sur de l'entraînement croisé, Ouais. plus quoi. Oui, bah, Ok. parce qu'en fait, pour éviter les blessures, pour pallier à la Mm. blessure, voilà, le volume de 50 km semaine, à pied, c'est amplement suffisant, surtout avec de la qualité. Et derrière, c'était, 10, 12, 15 heures de vélo, pour faire du volume, travailler aussi les qualités à vélo. Mais au moins, comme c'est un sport porté, t'as pas de traumatisme, du coup, et là, tu diminues vraiment le risque de blessure, quoi. Mm. Mentalement, comment tu as géré ça? Parce que la course à pied, bon, c'est ton sport de base, même si tu es plutôt sur le trail, la route, bon, tu te dis: «La distance, je la connais». Hem, J'imagine plutôt confiant sur cette partie. La partie natation, c'est la partie la plus incertaine, où on se dit: «Comment est-ce que les conditions météo vont être?» Et puis, le la durée, la difficulté, le froid et cetera, tous ces moments de gestion. Et une fois que tu traversé la Manche, tu t'es dit, «C'est bon, je vais finir» ou pas? Une fois que tu as traversé la Manche, tu as déjà ton bonnet de l'enduroman. En gros, je vais pas dire c'est fini, mais tu as passé le plus dur. En gros, le vélo, je vais pas dire, en fait, c'est le vélo, 300 bornes de vélo, comparé à courir 130 bornes et traverser la Manche à la nage, c'est vraiment l'effort entre guillemets, je mets des grosses guillemets, hein, mais le plus facile, si tu veux. C'est juste long. Enfin, tu vois, là, moi, j'ai mis 15 heures, mais je me suis pas mis la pression. Bon, j'avais dormi, au total, j'ai dormi 1h38 entre le départ et l'arrivée. On en parlera, ça, je pense, tout à l'heure, hein, Ouais, des, des, c'était des une de mes transitions, hein, questions, ouais. mais non, en fait, une fois que tu as traversé la Manche, tu as gagné. Tu gagné. Enfin, tu le sais. Le seul truc, c'est d'arriver vivant, sans accident, à l'Arc de Triomphe. Mais voilà, en soi, les gens ils te considèrent déjà comme finisher une fois que tu as fini la Manche, quoi. Mmh. En général, il y a quand même un bon paquet qui craque sur la course à pied. Il y a une plus grosse partie qui craque sur la natation, parce qu'en fait, tu joues toute ta stratégie sur la course à pied. En fait, le seul départ obligatoire de l'enduroman, c'est le départ du bateau. Donc le départ du bateau, c'est le capitaine du bateau qui choisit à quel moment tu vas partir. Parce qu'en fonction, comme tu dis, de la marée, des conditions météo et tout ça. Donc il trouve la meilleure fenêtre possible pour toi partir. Et ça, tu es avisé 48 heures avant de cette fenêtre-là. Et du coup, à toi de savoir combien de temps tu veux mettre pour faire tes 130 km et combien de temps de repos tu veux.
Nous, on avait tablé sur 20 heures, donc 16 heures de course, 4 heures de repos. Donc je suis parti 20 heures avant le bateau. Et voilà, ça s'est passé selon les plans, mais il y a des gens qui vont mettre 24 heures à courir, beaucoup plus. Donc tu vois, en fait, c'est vraiment conditionné. Enfin, c'est dur déjà d'une notion de ne pas avoir de point de départ fixe. Parce que nous, on a été décalé 3-4 fois pendant qu'on était à Londres. On attendait et ça partait pas. Donc il y a déjà ce premier truc à gérer là. Et effectivement, imagine qu'il se passe un truc pas cool sur ta course à pied, tu prends du retard, tu tapes sur ta récup, derrière, faut que tu arrives suffisamment frais, tu dois t'enchaîner une traversée de la Manche à la nage. Donc, en gros, quand tu finis la course à pied, en gros, ta course, elle est finie. C'est-à-dire que tu sais si oui ou non ça va bien se passer sur la nage, quoi, en fonction de l'état dans lequel tu arrives. Du coup, D'accord. ça met une bonne grosse charge mentale, mais, mais écoute, c'est. Et moi, j'avais la chance justement et l'avantage de que la course à pied soit mon axe fort. Et du coup, certes, j'avais plus de jambes en arrivant, mais j'étais en forme. Et voilà, je savais que. Enfin, je vais pas dire que c'était gagné, loin de là, hein, loin de là, loin de là. Mais au moins, je partais déjà confiant sur ma natte, quoi. Et si tu arrives en retard par rapport à l'heure de départ, c'est fini? Ouais, c'est ça. OK. Ah ouais, putain le stress. Ouais. OK, justement, je voulais te poser cette question sur l'aspect, sommeil. Donc tu dis que tu avais 4 heures de pause, mais que tu as plutôt respecté tes temps de récup, les temps que tu avais prévus, mais pourtant que tu as dormi 1 heure et demie. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait autrement pendant ces 4 heures? Bah déjà, il y a le temps que tu arrives. Tu retrouves ton équipe, tu discutes un petit peu. Enfin, ça se fait déjà une demi-heure. Tu retournes au. Nous, on avait un camping-car, donc on retourne au camping-car. Tu manges. Tu te remets de tes émotions. Tu prends une douche. Tu te fais un petit peu masser. Donc, c'est déjà à 2 heures à peu près. Tu dors 1 heure et demie. Un cycle de sommeil du coup, et après il te reste 1 heure, donc enfin une demi-heure, 1 heure, donc tu te prépares, tu mets ta combi, tu prépares tous tes équipements qui vont devoir partir sur le bateau, enfin voilà, 4 heures ça passe, extrêmement vite en Mmh. fait, et heu et puis il faut remanger aussi encore après, avant de partir, donc non, 4 heures c'est vraiment pas beaucoup, c'est vraiment Et pas beaucoup. donc tu as dormi finalement, avant la natation, et après tu as plus dormi? Après j'ai dormi 8 minutes, après mon petit déjeuner, à Calais, avant de partir sur mon vélo. C'était prévu 8 minutes ou tu pas réussi à faire plus? Non, à la base je devais faire 1 heure et demie. Et en fait, je devais faire une transition de 3 heures sur la deuxième transition. Mais on s'est déjà pris 1 heure et demie de transition bateau, temps de rentrer à Calais. Le temps s'arrête jamais. Il faut savoir, sur l'enduroman, tu lances le chrono au départ, tu l'arrêtes à l'arrivée. Donc chaque minute qui passe, c'est une minute décomptée de ton temps final. Et en gros, l'hôtel qu'on devait avoir, donc proche de la marina de Calais, en fait, comme il y avait l'étape du Tour de France qui était passée la veille, il n'y avait plus d'hôtel, donc on était plus loin, donc pareil, temps de transfert plus long. Et puis, il y avait toute ma famille. Et à ce moment-là, je veux dire, tu as couru 140 bornes, tu as traversé la Manche à la nage. Bon, un petit moment en famille, ça fait pas forcément du mal. Et puis, c'est pareil, la douche, tu prends la meilleure douche de ta vie, quoi. Donc, même si ça fait mal partout parce que tu as des irritations, des trucs, tu es juste heureux d'être dessalé. Et puis après, tu prends un peu le temps. Enfin, en fait, tu rentres dans une bulle temporelle complètement différente. Et voilà, on s'était donné rendez-vous à 9h30 avec Nino, du coup, mon dernier accompagnateur. Et finalement, je suis arrivé qu'à 10h20, quoi. Enfin, le temps de partir, enfin, c'est vraiment dans un autre monde temporel et ça passe très, très, très vite. Donc, enfin, je vais pas dire que je suis déçu avec du recul, je te dirais, que je suis déçu d'avoir mis autant de temps. Avec du recul aujourd'hui. Sur le moment, j'étais tellement content de prendre du temps avec ma famille et tout ça, après tout ce qu'on avait, entre guillemets, enduré, ça faisait pas de mal. Ouais, puis finalement, c'est ces moments-là dont tu te souviens, quoi, Ouais, donc c'est ça. faut en profiter, quoi. C'est pour ça que, de toute façon, sur les trails, nous, on va pas aussi vite que François Daen, c'est juste parce qu'on veut profiter un peu plus, hein, c'est tout. Exactement. Les paysages et tout ça, c'est important de prendre son temps. C'est pour ça que je suis allé à Londres, en voiture, ferry et que je suis rentré à pied, hein. Hem, est-ce qu'il y a un moment où tu as eu envie de jeter l'éponge? Heu, il y a c'est pas, j'ai non,
Je sais pas. Si, bien sûr, sur la traversée de la Manche, pendant en plein milieu de la nuit, je me suis pas demandé ce que je foutais là. Je savais pourquoi et pour qui je le faisais. C'était d'ailleurs ma motivation principale. On se dit toujours à chaque coup de bras, tu te répètes un mot positif pour avancer. Le problème, c'est que j'ai jamais vraiment su décrocher, si tu veux, comme on peut rentrer dans son flow ou dans sa bulle en natation quand tu nages sans qu'il y ait un bateau à suivre. Parce que là, du coup, comme tu es concentré à suivre le bateau, être au bon niveau et tout ça, enfin, pour moi, c'était très difficile de partir, si tu veux, en ce qu'on pourrait appeler en état d'hypnose. Du coup, j'ai été conscient, n'empêche, non-stop pendant 15 heures, et c'est épuisant. Et puis, j'ai eu gros coup de mou pendant la nuit. Mais enfin, ça, c'est ce qu'on me raconte. Moi, j'ai rien vu, hein. Moi, je suis dans mon truc, je nage, et puis j'ai l'impression de fournir le même effort du début à la fin. Mais voilà, après, quand j'ai les récits des gens qui étaient sur le bateau, effectivement, tu te rends compte qu'à un moment, ils ont quand même failli me repêcher enfin, je montrais clairement des signes de grosse fatigue et d'épuisement. Mais non, non, aussi dans ma tête, ça a été dur, hein. Enfin, en gros, j'avais pas de montre, donc j'avais pas de notion de temps. Donc ça, c'est important. Enfin, pour moi, j'envisageais pas d'avoir une montre et de me rappeler toutes les heures que j'avançais pas et que, voilà, le temps est très relatif dans l'eau. Et, en fait, on arrivait très très rapidement au premier trail, donc au bout de 4 heures. Donc on avait fait un tiers de la course quasiment au bout de 4 heures. Donc dans ma tête, tu réalises quand même que bah, potentiellement ça peut. Tu commences à faire tes petits calculs, tu dis un tiers, ouais, ça fait 12 heures, enfin, c'est pas mal et tout. Et puis, enfin, c'est même plus que pas mal, hein, c'est même excellent. Et puis, il y a toujours ce qu'on appelle le banc de phoque. C'est un courant juste avant le cap. Arrivé au cap, à quelques kilomètres de la côte, tu as un courant contraire. Et là, on est resté, il faisait nuit, donc on s'en est pas trop rendu compte, mais 1 heure et demie à avancer à même pas 1 km/h. Et Hmm. là, psychologiquement, tu t'en rends pas compte, mais tu le sens quand même que ça avance pas, quoi. Et puis à un moment, on te dit, écoute, tu as un quart d'heure là, il faut que tu donnes tout pour passer justement ce courant. Donc là, pendant un quart d'heure, tu t'arraches, enfin, t'arraches tout ce qui reste. Et puis quand on te dit, ça y est, t'es dans le cap, donc il me restait 2,5 km, je crois, et là, ça y est. Enfin, là, enfin, t'es soulagé, tu décroches ton cerveau et tu rentres. Mais oui, oui, enfin, c'est pas que j'ai voulu abandonner, mais psychologiquement, ça a été ultra dur. Vu tous les efforts que j'avais fait, tout l'investissement des gens autour de moi, je pouvais pas abandonner. Enfin, il n'y a pas de raison que j'abandonne en fait. Et je m'étais dit dans ma tête, t'abandonnes si on vient te chercher dans l'eau, mais pas, ça viendra pas de toi, en tout cas. Et Ah, parce que sur le bateau, il y a une équipe qui te surveille sur ton état de vigilance, ouais, c'est ça. En ouais. fait, ils vérifient le nombre de coups de bras à la minute, euh, ta manière de respirer. Donc moi, je respire en 4 temps, toujours à droite, et la manière de prendre tes informations. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je commençais à regarder devant, à regarder à droite, à gauche. Enfin voilà, j'étais pas désorienté, mais voilà, j'avais besoin de prendre des infos, de savoir où j'étais et où j'allais. Et du coup, ben, ma fréquence de bras avait baissé et même je respirais tous les 2 temps au lieu des 4. Tu vois. Donc là, ça les a un petit peu alertés, mais voilà, tu as ton équipe. Moi, j'avais 2 pilotes de bateau, j'avais le juge, en fait, on va dire, de l'enduroman, et j'avais 2 membres de mon équipe qui me suivaient, qui ont été d'ailleurs extrêmement malades, et moi, j'ai rien vu du tout. Donc, ils ont fait un rôle incroyable. On pense à eux, merci pour Ouais. votre dévouement. Ah oui, non, mais carrément, là, c'est plus que ça même. Ok, donc du coup, est-ce que tu as le droit d'avoir un pacer sur les parties course, enfin natation, j'imagine que ça servirait à rien, mais parce que tu as le bateau, mais sur la partie course à pied et vélo? Non, en fait, tu as le droit d'être accompagné, mais pas d'être payé en fait. Donc si tu as un accompagnateur, en course à pied, il doit rester, à côté ou derrière toi, mais jamais devant. En mer, tu dis: «C'est le bateau», mais c'est pas vraiment ça, parce que le bateau s'adapte à ta vitesse. Il t'oriente juste en fonction des courants et tout ça. Donc les Mmh. mecs, ils font des calculs, enfin, pendant toute la traversée, ils font des calculs dans tous les sens, ils sentent les courants, enfin, c'est un travail de malade. On se rend pas compte de tout ça, mais c'est vraiment un boulot incroyable. Et à vélo, par contre, non, tu es juste tout seul. Tu pas le droit non plus d'être PC. Donc solitaire du début à la fin. Mmh. Mais dans l'eau, tu as le droit d'avoir quelqu'un qui peut sauter à l'eau, je crois 1 heure toutes les 2 heures pour t'accompagner, mais en soi, la personne doit rester derrière toi, donc ça a pas vraiment Ouais. de sens non plus mais moi, j'ai eu la chance que normalement, donc Dan, qui était mon juge en enduroman,
Normalement, il descend de l'annexe du bateau, le petit bateau du bateau, et il t'accompagne jusqu'à la plage. Ou alors lui il se met à l'eau et il nage avec toi jusqu'à l'arrivée. Et là, on a eu la chance que donc Elodie, donc ma copine, puisse sauter à l'eau avec moi pour faire les 300 derniers mètres de nage avec moi. Trop Et du bien. coup, on était en même temps à la plage et tout. Enfin voilà, c'était trop bien. Mmh. Alors on a parlé de entraînement, nutrition, mental, des moments durs, des moments et des moments joyeux aussi. Tu nous as parlé des moments en famille, et de partage. Mmh. Hem, question, organisation, ça coûte combien de faire l'enduroman? Ça fait mal, ça fait très, très mal. C'est 7 600 livres l'enduroman. Donc 7 600, ça doit faire 8 500 € à peu près. Donc de course pure. C'est-à-dire que tu as, il me semble, à peu près 3 500-3 600 pour l'organisation de l'enduroman. Et après, tu dois avoir 3 500 ou 4 000 livres pour le bateau qui t'accompagne. Donc c'est déjà bien. Et elle s'ajoute à ça toute ta logistique personnelle. Donc tous les frais liés à ton alimentation et tout ça, la voiture qui t'accompagne, parce que tu es obligé d'avoir toujours en permanence une voiture avec toi. Nous, on avait une voiture et un camping-car sur le Londres-Calais. Et à partir de Calais, on avait toujours une voiture, mais on avait un fourgon. Parce qu'il n'y avait plus besoin en fait de logistique, tout ça. Mais après, tu peux réserver des hôtels. Nous, on avait réservé des hôtels du coup pour en fait, si tu veux, comme Ben et Hello sont partis avec moi sur le bateau, les deux autres membres de l'équipe ils sont redescendus à Calais. On leur avait pris une chambre d'hôtel, comme ça ils se reposaient et ils faisaient le début du vélo pendant que Ben et Elodie, quand on arrivait, allaient se coucher pour du coup nous rejoindre seulement au kilomètre 90. Donc il y a tout ça aussi à prendre en compte. Et voilà, c'est un projet qui te coûte entre 15 16 000 euros à peu près au Mmh. total. Et du coup, tu as dû, faire un crowdfunding et puis, solliciter des partenaires, j'imagine, pour faire tout ça. Ça aussi, ça fait partie de la prépa, quoi? Ouais, c'est ça en fait, mais c'est malheureusement très dur de trouver de l'argent pour ce genre de projet. Là aujourd'hui, moi je suis pas rentré dans mes frais, hein, loin de là. Donc j'ai quand même, enfin j'ai mis pas mal de ma poche, mais bon ça c'était conscient dès le début, si tu veux, dès que je me suis lancé dans cette aventure-là. Et le parti pris que j'ai fait aussi, c'est que je me suis engagé à plus travailler à partir de septembre. Donc depuis septembre, je travaille pas, donc depuis septembre, j'ai pas de salaire. Donc j'avais entre guillemets avec mon entreprise, j'avais énormément travaillé l'année d'avant pour, voilà, pour capitaliser au maximum et pouvoir me verser un minimum de salaire, enfin de quoi vivre en tout cas pour cette période-là. Et voilà, là aujourd'hui, j'arrive à la limite de l'exercice quoi, donc ça va, mais il va pas falloir trop tarder avant que je retrouve un boulot et que je me remette à travailler. Mais voilà, après, je sais pas quel retour ça va donner. Enfin voilà, j'ai quand même réussi à lever 12 000 euros en crowdfunding, donc c'est quand même énorme. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile de voir un mec, tu sais pas s'il va alors. C'est une des courses les plus difficiles du monde, il y a très peu de finishers. Voilà, les gens, c'est normal qu'ils soient un peu frileux à l'idée de participer là-dedans, sachant qu'il n'y a pas forcément de retour, si tu veux. Après, j'ai été aidé par Decathlon, si tu veux, qui m'ont filé tout le matos de course à pied. Donc pour ça, c'est pas un don direct, mais voilà, c'est quand même ça en moins à acheter, sachant que tu connais le prix des Ouais. équipements de sport, donc Puis tu l'uses à la prépa aussi. c'est ça, c'est Mmh. ça, c'est ça. Puis pareil, partenaire vélo, donc pour mon vélo, j'ai pas eu de prix particulièrement dessus, mais j'ai eu tous les entretiens offerts, tout le bichonnage, enfin voilà, donc tu vois, je j'ai pas voilà, il y a eu beaucoup de services rendus, si tu veux, en nature, on va dire, et un peu moins en financier, mais derrière, enfin, ça s'est pas trop mal équilibré, quoi. C'est effectivement, tu parles du prix brut de la course, mais il y a vraiment tout le tour pendant un Ouais, an de c'est ça. prépa. Tu as une Clif Bar, ça coûte 2,50 €. Bah, quand tu t'entraînes 20 fois dans la semaine, bah, ça fait beaucoup de Clif Bar. Et voilà, mais non, mais c'est des coûts qu'on n'imagine Ouais. pas Non, mais c'est forcément. vrai. Après, moi, j'ai de la chance que toute mon équipe, elle était bénévole, donc j'ai payé personne pour ma prépa ou pour m'assister dans la prépa. Donc ça, pareil, c'est exceptionnel. Et voilà, en tarif logistique, si tu veux, entre le départ et l'arrivée, en termes de bouffe et tout, on a quasiment 4 000 € avec les hôtels, les restos et tout ça. Parce que en plus, on devait partir le samedi, on est parti que le lundi. Donc, tu vois, on a eu 3 jours en plus aussi de frais qui n'étaient pas forcément prévus. Et voilà. Parce que juste pour la note, dans l'Enduroman, tu as un slot de 10 jours qui t'est alloué. Et dans ces 10 jours-là, tu peux partir à n'importe quand.
si tu as une fenêtre météo favorable pour le Ouais, bateau. c'est ça. Donc voilà, c'est que nous, on est monté sur Londres au potentiellement go qu'on allait avoir, et finalement, on l'a eu que 3 jours après. Donc enfin, voilà, c'est pas que c'était pas prévu, mais voilà, c'est une petite bille, un petit billet en plus Hmm. qui s'est ajouté au budget logistique. Ah, c'est ça, en fait, tu disais que le slot, il t'a été attribué en mars 2021, Ouais, en te c'est disant, ça. voilà, tu auras cette fenêtre-là de 10 jours, et après, il faut que tu attendes le go du bateau qui te dit, on a une fenêtre pour passer, c'est maintenant, feu vert, quoi. Voilà. Hmm. Et tu sais ça 48 heures avant. Ouais, c'est ça. Donc, Donc, 48 heures, sachant que tu as la course à pied à faire, mmh, tu te et dis, qu'il faut bah, monter potentiellement à Londres avant, oui, si tu si oui, y vas pas directement. ouais, c'est ça. Non, mais là où ça a été très dur, si tu veux, c'est que pendant toute la semaine, enfin en fait, la personne qui partait avant moi a malheureusement abandonné. Donc elle a fini plus tôt dans son slot. Donc Edgar, l'organisateur, me dit: «Tu veux pas partir avant?» Donc moi je dis: «Non, je peux pas, enfin moi toute mon équipe elle est calée, je peux pas partir avant». Et pendant toute la semaine, ça a été: «Bon, ça peut être vendredi matin ou peut-être l'après-midi. Ah, puis finalement peut-être au matin, l'après-midi, puis ah, c'est peut-être samedi matin». Et en fait, j'ai été maintenu comme ça, on va dire en haleine pendant 5 jours, et puis tu pas bien quoi, parce que comme je te disais, quand tu fais une course, bah, tu as 1 heure de départ et puis tu te prépares pour cette heure-là et puis voilà. Et là, tu es en journée glissante, tu sais pas, et même jusqu'au jour du départ, on savait pas si on partirait à 4 heures ou à 5 heures de l'après-midi. Enfin, déjà la veille, on savait pas si on partait au matin ou l'après-midi, parce que comme il y a des marées toutes les 12 heures, c'est à peu près comme ça. Et c'est genre le dimanche matin où j'ai su que je partais le lundi après-midi, et j'ai dû savoir le lundi matin que je partais à 16 heures et pas à 17 heures. Donc tu vois, mais d'un côté, dans mon malheur, j'ai eu 2 jours où il m'a dit clairement: «Ça partira pas ce week-end». Donc j'ai pu vraiment relâcher pendant 2 jours sans me mettre de pression, à me dire: «OK, là je sais que j'ai 2 jours devant moi, il y a pas besoin de stresser». Mais l'attente est difficile. Tu faisais quoi pendant ces moments-là? Tu t'allais courir un peu quand même ou même pas? J'ai dû faire 2 footings, je crois, parce qu'en fait, plus tu as une préparation longue, plus tu as une fenêtre d'affûtage qui est longue. Donc là, on avait trois Mmh. quatre semaines d'affûtage. Et enfin oui, j'ai dû faire, ouais, un footing, genre le dimanche ou le samedi matin. Mais sinon non, on était avec toute l'équipe, on est parti à Oxford, on a visité, on a été au Vert, enfin on s'est détaché de Londres pour être un peu plus loin. On Ouais, a tu fait essaies du de te changer les bowling, idées, quoi. ouais, c'est ça, on a fait du bowling, on a été au resto, enfin voilà, on a pris du bon temps, en tout cas. Et heu et puis à un moment, bah, on s'est rapproché de Londres parce qu'il fallait y aller, hein. Hem, Quand tu as fait l'enduroman, c'est quoi après le délire suivant? Tu vois, c'est toujours plus? Non, je vais revenir à des trucs plus raisonnables? Là, je t'avoue que, j'étais tellement dans une discipline sportive et plus du plaisir sportif que, j'ai déjà tâché de reprendre du sport plaisir. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, je suis plutôt dans une phase où là, j'ai envie de rien pour l'instant. J'ai pas envie de m'entraîner, j'ai pas je suis bien en fait, je suis juste bien. Je retrouve un peu, mes sensations. De toute façon, voilà, j'ai au moins 1 à 2 semaines de récup, sans faire de sport de toute façon. Et derrière, en fait, c'est important d'avoir un autre projet sportif, si tu veux, pour, pas avoir le blues, du sport. Donc là, voilà, là, je vais partir sur les hospitaliers fin octobre. En gros, que je vais faire, plutôt en mode, perf, sans forcément faire à fond, mais voilà. Comme je profite aussi de mon niveau de forme actuel, que j'ai bien peaufiné pendant 1 an et demi. Mais voilà, le but, c'est de revenir à une charge d'entraînement, progressivement, normale. Donc revenir à des 8 heures d'entraînement, enfin, chose que je faisais, qui est déjà énorme, hein, comparé, enfin voilà, faut pas c'est déjà énorme de s'entraîner 8 heures, mais voilà, revenir à un volume d'entraînement, que j'avais avant. Garder un projet en tête, et voilà, après on verra, mais non, pour l'instant, j'ai pas vraiment d'envie, j'ai pas envie de plus. C'est une très belle expérience, mais voilà, il faut que je fasse le point déjà avec moi-même, et puis après on avisera, mais pour l'instant, une chose à la fois. Et je sais Ouais, pas donc s'il y a des trucs. tu reviens sur du trail, ton sport d'origine et peut-être laisser le triathlon un peu de côté pour l'instant? Ouais, je sais pas. Là, franchement, je fais les hospitaliers parce que c'est ma course de cœur, et que voilà, avec Fred et tout ça, ça fait 1 an qu'on s'est pas entraîné ensemble, donc ça va être trop cool de se retrouver sur cette course-là. Heu, Derrière les objectifs, j'en sais rien. Comme je te le dis, vraiment faire du sport plaisir, donc continuer le triathlon, je pense, en entraînement, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
Mais voilà, ne savoir que t'es plus obligé de te lever à 5 heures pour aller nager à 6 heures le matin, ça déjà ça me soulage mentalement. Et puis surtout revenir à une vie normale. Voilà, c'est mon objectif principal. Puis là on déménage aussi, tu vois, on a acheté une petite maison et tout ça, donc voilà, on va démarrer Ouais. une nouvelle vie. D- C'est l'occasion de démarrer une nouvelle vie sur des nouvelles bases et puis de voir ce qui se passe. D'autres projets vont prendre le pas, C'est ça, éventuellement. Et ça va faire du bien tout ça. Bah exactement. écoute, on a parlé de pas mal de sujets. On a fait un joli tour de ton aventure enduroman. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé et que tu aurais aimé ajouter? Euh, je sais pas, à part que de remercier encore une fois mon équipe, parce que ils ont vraiment un boulot de l'ombre. Mais sans eux, c'est vraiment, pour le coup, sur l'enduroman, c'est vraiment impossible de faire sans une équipe solide. Et les mecs, ils ont pas beaucoup plus dormi que moi, hein, et ils ont été au taquet. Et moi, j'étais vachement gêné, si tu veux, quand les gens ils t'apportent tout, ils te donnent ton change, limite ils te changent. Voilà, c'est une position à laquelle j'ai absolument pas l'habitude. Et enfin voilà, je leur dois un grand respect, un grand merci parce que cette team-là, enfin c'est voilà, c'est des amis que j'ai de longue date et on a soudé des liens encore plus forts et voilà, en deçà de l'exploit sportif, on va dire, c'est vraiment un travail d'équipe monumental. Et ça, voilà, je voulais juste souligner cette partie-là parce qu'il faut pas juste voir le bonhomme qui fait sa course parce que franchement, sans eux, ça aurait été impossible. Ah, c'est clair qu'on sous-estime, et même, tu vois, là, tu l'as raconté, tu l'as partagé, toute cette préparation qu'il y a en amont, mais pour autant, je pense que tant que tu ne l'as pas mis dans ton calendrier, tu te rends Hmm, pas compte, en fait, de l'organisation et du temps qu'il y a pour préparer une épreuve comme ça. En tout cas, c'est vrai que les accompagnateurs, ils ont dû eux aussi vivre un sacré moment par procuration. ouais. Euh, Ça a dû être aussi hyper intense pour eux de te voir à l'arrivée, de te voir dans ces moments un peu difficiles, de t'aider. Ça a dû être un sacré bon moment pour eux aussi, hein, mais finalement. Ouais, puis enfin, le plus dur, c'est ne rien laisser paraître en fait. Surtout dans le bateau, parce qu'ils ont été malades, ils ont vraiment été très très malades dans le bateau, ils ont eu un mal de mer monumental. Mais voilà, toutes les demi-heures, quand il fallait me donner à manger, ils étaient là, ils avaient le sourire. Moi, j'ai rien vu, mais vraiment rien, quoi. Et même quand j'étais pas bien, ils laissaient rien transparaître, ils m'encourageaient. Tu sais, plein de gens m'envoyaient des messages, donc sur le petit tableau blanc, ils écrivaient les petits mots de tout le monde et tout. Enfin, c'était juste trop bien. Et voilà, t'as vraiment deux versions de l'enduroman, quoi. T'as la version de toi qui fait l'enduroman et la version de ton équipe. C'est juste génial enfin génial et effrayant à la fois, si tu veux, de te rendre compte en fait de tout ce par quoi t'es passé sans t'en rendre compte et de voir que ces gens-là, ils ont quand même été dévoués à toi pendant 3 jours non-stop et ils l'ont fait avec plaisir, alors que tu leur demandais quand même des trucs vachement compliqués et ils ont fait ça qu'avec bonheur, quoi. Donc, enfin bon, ça nous a soudés vraiment. Comme disait Ben, ça nous a mis un socle de souvenirs, mais un truc, voilà, on sait que dans les moments durs ou quoi, on a ce truc-là maintenant aujourd'hui qui nous lie à tout jamais et que c'est pas prêt de se briser, quoi. Eh ben, trop trop bien. Je trouve que c'est un, c'est un beau message de clôture. Si on veut en savoir plus, tu as fait un live de presque 2 heures Ouais, sur le sujet, sur ta chaîne YouTube La Route du Trail. ouais, ouais. Donc, il y aura d'autres contenus à suivre pour raconter l'aventure ou Ouais, en fait, je vais reprendre. Je suis en train de structurer ça dans ma tête, hein, parce que c'est pas encore très clair non plus. Si tu vois, au début de toute la prépa, je voulais faire plein de vidéos et tout ça, et puis finalement, le temps est passé tellement vite, et puis t'as pas le temps, en fait, simplement. Ah bon, ça prend du temps de créer du contenu? Franchement, ouais. Et non, puis quand tu t'entraînes, en fait, entre les instants de repos, tu renchaînes un autre entraînement, t'as ta vie de famille et tout ça, voilà, c'était impossible pour moi de créer du contenu. Mais voilà, là, je pense que je vais faire une série de vidéos Enduroman où je vais présenter l'avant-course, la course à pied, la transition 1, le bateau, transition 2, le vélo. Raconter en fait un récit imagé avec tous les médias que j'ai. Et derrière, je voudrais quand même présenter chaque membre de mon équipe, à dire voilà, partie natation, enfin partie nutrition, pardon, ça s'est passé avec telle personne, on a fait comme ça, tout le suivi, blablabla. Enfin vraiment, tu vois, donner un maximum de détails sur tout ce dont on n'imagine pas nécessairement sur une prépa.
toutes les personnes que j'ai rencontrées, toutes les personnes qui ont contribué et voilà, je pense qu'aujourd'hui ça se matérialise à peu près comme ça dans ma tête. À voir aussi avec Dany parce que je pense qu'il a aussi des petites ambitions, de son côté d'un point de vue un peu plus sportif, coach, de voir, si on écrit, conjointement un truc ou voilà. Enfin là pour l'instant je suis sur mon nuage et je redescends tranquillement. Mais, donc vous attendez pas à avoir du contenu non plus, dans les prochaines semaines, mais, voilà, c'est quelque chose qui va devoir, être mûri, avant de sortir. C'est un travail ultra important, on me l'a tous les gens, là j'ai eu Cyril Blanchard, Lionel Jourdan, Perrine Fage, tout le monde, enfin voilà, tu rentres dans la communauté du coup, Ouais, mais t'es dans le crew, t'es dans tout le le crew. monde t'a dit, prends le temps, savoure et surtout écris, enfin mets tes ressentis sur papier ou partage et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là aussi parce que c'est entre guillemets, je veux dire un devoir de mémoire, c'est un grand mot, hein, mais voilà, c'est super important et moi j'ai vraiment volonté à partager, toute cette expérience, toute cette aventure parce que c'était tellement fou que voilà, ça j'ai juste envie de raconter tout ça parce que ça me fait plaisir et je sais que ça vous fera plaisir aussi donc voilà, j'ai hâte. Et ben, en tout cas, moi, j'ai pris un grand plaisir à écouter ton aventure, à apprendre aussi, toutes, tes méthodes de préparation, tout ce que tu as dû mettre en place pour pouvoir aller au bout. Félicitations, bravo, Merci Vincent. grand bravo, hein, parce que, moi, j'ai beaucoup de respect pour, ceux qui vont comme ça au bout des choses et là, je crois que toi, tu es un peu un jusqu'au boutiste, Ouais, ouais, ouais. et juste, ouais, bravo. Tu vois, il y a 3 ans, on avait déjà réalisé une interview ensemble Mmh. sur ma chaîne. Là, on recommence. Tu es maintenant, enduroman. Waouh, 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 bravo. J'espère qu'on aura l'occasion de rééchanger avant 3 ans Ouais. et puis, et puis, bah, écoute, s'il y a un contenu, qui sort, et ben, on mettra tout ça dans la description de cet épisode. Comme ça, les auditeurs pourront aller, checker tout ça et puis, bah, écoute, bonne, récupération, bonne, redescente progressive de ton petit nuage et puis bonne prépa pour les hospitaliers Yes. et merci encore d'avoir partagé, ton aventure. Et bah, avec grand plaisir François. Je te À remercie à bientôt. toi en tout cas. À très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettry.com. À bientôt!